C'est parti. Faites attention à ce que vous dites. Euh, merci beaucoup à Hervé d'avoir fait le lien. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez besoin d'avoir un petit point d'étape sur où on en est dans le PC 3, système Ouais, agile de surveillance écologique sur les forêts. Est-ce que vous mm. voulez un petit recap? Ouais, ça peut être utile parce Oui, que je pense que tout le ouais, monde n'a pas le même niveau d'information. Mm. oui. J'ai préparé quelques slides. Bon, c'est un peu une répétition d'une dernière fois où on avait déjà parlé des enjeux de biodiversité dans ce projet ciblé. Donc, bon, il y a beaucoup de recyclage. Vous pouvez m'en excuser pour ceux d'entre vous qui avaient déjà vu ça. Voilà, donc on parle du PC3, du PEPR Forest. Et c'est la deuxième réunion sur la thématique biodiversité. Alors bon, encore une fois, rapidement, socio-écosystème forestier en transition, c'est les mots-clés de ce PEPR dans son ensemble. Ça implique beaucoup d'aspects socio-économiques, naturellement, des systèmes de gouvernance, et puis aussi des aspects qui ont à voir avec la réponse des écosystèmes forestiers, à la fois les processus écologiques, la biodiversité, les interactions biotiques, puis la structure géographique et biophysique du système. Alors, on s'est organisé au sein du PEPR Forest avec deux types d'actions. La première action, c'est des projets ciblés. Donc, vous en avez bien sûr entendu parler, j'imagine, puisque vous êtes là. Il y a plusieurs projets ciblés qui sont en préfiguration. L'un qui est porté par des collègues, dont Georges Künzler, qui est en train de se déployer vraiment et de se cadrer. C'est le PC1. Le PC2 s'intéresse aux risques, multi-risques, et est piloté par Eric Rigolo et collègues. Donc là, aujourd'hui, on parle du développer un système agile de monitoring écologique des forêts, puis un PC4 qui est piloté par Ecofort. Sur, alors, c'est un long titre, j'imagine qu'il a dû changer depuis, orchestrer une dynamique transformatique des socio-écosystèmes forestiers par la création d'un think tank. Dire ça en une seule phrase, sans respirer, c'est pas évident. Et puis, il y a un PC d'interface avec, sur l'interopérabilité des données. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur ça. Il y a eu tout un ensemble de réunions qui nous ont permis de connecter plusieurs thématiques. Donc le 6 juin, on a déjà parlé, exactement il y a un mois, de la thématique biodiversité. Puis on a abordé les enjeux du dispositif de terrain, des enjeux socio-économiques également qu'on aimerait internaliser dans le PC3, et je sais que Marion était présente. Et les enjeux sur les tropiques également, qu'on a fait très brièvement avec une petite communauté pour essayer de mettre en place un dispositif tropical ultramarin. Les Guyanais, les Antillais, la Réunion et les Nouvelles-Calédonies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en début de semaine. Et puis cet après-midi, on va parler des enjeux de représentation et d'histoire des forêts. Essayer d'avoir un peu du temps long dans le passé, ce qui peut être aussi pertinent dans la discussion aujourd'hui, parce que forcément, les nouveaux systèmes de monitoring sont intéressants, mais d'avoir une représentation de l'histoire des forêts, c'est aussi important pour contextualiser. Euh, donc, l'enjeu de suivi écologique des forêts, c'est celui de comprendre comment les forêts répondent au changement. Et ça passe en partie, hein, pas seulement, par l'observation du système forêt. Donc, pour ça, on a besoin d'observatoires à long terme qui permettent de poser des questions centrales. Je vous rappelle que le PEPR, c'est un projet de recherche, donc on est censé parler de science et de recherche, de questionner nos acquis et de parler du système forêt en évaluant l'intégrité environnementale, la biodiversité et le carbone, mieux intégrer les activités socio-économiques liées à la forêt. Les systèmes d'observation sont amenés à évoluer parce qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques, on va sans doute en parler de l'une d'entre elles aujourd'hui, mais la technologie n'est pas une fin en soi, donc ça c'est aussi un point que je rappelle à chaque fois, on n'est pas là pour développer et déployer des solutions technologiques, on est là pour apporter des réponses à des questions scientifiques et de mobiliser la technologie quand il y en a besoin et pas le faire quand il n'y en a pas besoin, surtout parce qu'on n'est pas dans la course à l'échalote, faire plus de technologie. Parmi les objectifs de ce projet ciblé, observer les variables forestières d'état en exploitant les opportunités nouvelles de la télédétection, en mettant l'accent sur la validation. Beaucoup des observables qui sont des observables par la télédétection ne sont fiables que quand ils sont validés sur le terrain, donc on a déjà besoin énormément de terrain.
compréhension des écosystèmes forestiers, renforcer les connaissances sur les sites forestiers sur le long terme en France. Ça passe par ça appelle à des métriques qui ne sont pas observables par télédétection. Et donc là, on a besoin de rester sur le terrain uniquement. Évaluer les risques. Donc là, c'est des enjeux qui sont un peu hybrides entre l'opportunité de la télédétection, mais aussi l'opportunité d'approche de terrain. Et donc, c'est un point aussi qui permet de rentrer en résonance avec le projet ciblé 2. Et puis, il y a un aspect de formation aussi. On aimerait enfin, en tout cas, accompagner, de former les praticiens, les étudiants sur les avancées techniques du suivi des forêts. Parce que toutes ces avancées technologiques, c'est aussi un point d'entrée, c'est entre guillemets une excuse pour aller sur le terrain, pour montrer des choses nouvelles aux étudiants, aux gestionnaires. Donc, on avait organisé la toute première version du PC3 qu'on avait envoyé il y a quelques mois maintenant, autour de vraiment une vision extrêmement simple, avec 2 tâches, l'une qui est orientée plutôt vers la télédétection, avec toutes les avancées que la télédétection sont en train de nous apporter. Par exemple, une carte de l'Europe maintenant à 10 mètres de résolution de la hauteur de forêt qui vient d'être acceptée là, il y a quelques jours. Donc, ce qui permet de mobiliser des connaissances à très haute résolution spatiale, et puis des approches en quasi temps réel qui permettent de suivre les perturbations, donc avec des combinaisons de grosses bases de données, de ce qui s'appuie sur, par exemple, LIDAR HD, il manque un ici d'ailleurs, je vais rajouter à l'instant, et des techniques aussi comme CO3D qui va être une constellation envoyée par le CNES bientôt, qui va faire la stéréométrie 3D à partir de 2025 normalement, et puis il va y avoir aussi toute la constellation Copernicus avec les sentinelles et autres. Ce qui permet aussi d'avoir un suivi quasi temps réel, parce que les sentinelles, c'est un temps de repassage de 4 à 8 jours. Et puis il y a de nouvelles opportunités, des suivis globaux sur par exemple la biomasse forestière, avec des projets de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA et de l'ISRO, qui couvrent à peu près tout le monde. Alors, NICEAR va couvrir tout le monde, Biomass ne va pas couvrir la zone Europe et nord-américaine pour des raisons militaires. Les suivis forestiers de terrain aussi sont importants avec les sites de référence, consolidation des réseaux d'observation et puis le suivi de la biodiversité, donc on va reparler aujourd'hui. Alors j'ai présenté ce transparent-là qui est inspiré d'une des discussions autour du projet Pacifor, que vous connaissez bien, qui permet de mettre un peu en lien les différents degrés d'intégration et la complémentarité des approches de terrain qu'on peut avoir entre les suivis intensifs de sites de recherche dans lesquels on peut déployer, par exemple, des dispositifs assez coûteux, lourds, chers, et qui permettraient d'avoir une finesse de détail temporel assez particulier, comme les tours à flux typiquement ou d'autres, ou des réseaux de capteurs très intenses, des systèmes intermédiaires, un peu plus intermédiaires, comme Renécofor, qui est quand même très fortement instrumenté, mais qui est déployé sur plus de 100 sites en France. L'AMA SS, donc du DSF, qui est un outil très intéressant, mais qui est plus orienté vers l'aspect santé des forêts et qui est relativement peu instrumenté, avec un challenge qui a été déjà identifié, qui est que les parcelles d'observation de la maille 16 ne sont pas géoréférencées précisément, donc ne peuvent pas être aujourd'hui connectées à des données télédétection. Donc, s'il y a une action à mettre en avant tout de suite dans le PEP Forest, ça serait simplement d'aller sur chacun des sites, prendre des points GPS de bonne qualité sur chacun de ces points. Ça, je dirais pas que ça coûte pas cher parce que c'est des choses qui sont finalement relativement complexes à faire, mais que ça serait des avantages intéressants. Et puis, on a parlé beaucoup avec les collègues de l'Observatoire des forêts sentinelles, avec le PSDRF, qui est super intéressant aussi parce qu'il apporte à la fois un enjeu sur l'Observatoire de forêts protégées, puisque c'est la réserve naturelle de France, mais c'est aussi un enjeu qui est vraiment pensé comme étant un lien entre les forêts et les socio-écosystèmes. C'est vraiment internaliser déjà l'idée de forest là-dedans. Donc, voilà. Et puis bien sûr, on n'oublie pas l'IFN, mais il y a beaucoup de choses qui se font déjà à l'IFN, donc c'est plutôt une ressource, un socle, qu'autre chose. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. J'ai encore 2 slides. Voilà. Donc, ce qu'on a pensé en termes de biodiversité, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'on a quelques questions clés qui nous sembleraient pertinentes à aborder au sein du PEPR Forest et dans le cadre de ce PC3.
alors voilà, ne le prenez pas mal, hein, c'est orienté plantes. Parce qu'au début, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir faire plus que ça? On est tout à fait ouvert à d'autres groupes taxonomiques, hein, suivez mon regard, mais aujourd'hui, il y a une communauté assez bien établie autour du suivi des plantes de sous-bois. Donc ça avait l'air d'être actionnable rapidement. Et l'objectif de ces jours, de ces semaines qu'on a passées, c'était justement de voir s'il y a d'autres communautés qui seraient intéressées. Je pense que la réponse à la fin de cette réunion, ça sera oui, mais à suivre. Euh, Comment les plantes des forêts françaises vont-elles répondre au changement climatique? Donc, toutes les questions qui ont été beaucoup posées par des collègues à Amiens, à Nancy et ailleurs en France. Très bien, en utilisant en partie les données de l'IFN d'ailleurs. Quels sont les risques sur la biodiversité des plantes forestières en Outre-mer aussi? Donc ça, c'est quasiment la même question, mais avec les particularités sur la biodiversité ultramarine, qui est quand même, bon, voilà, on va quand même reconnaître que c'est un ordre de grandeur plus complexe et plus riche, au moins. Et puis, quelle est notre capacité de détecter les métriques de la biodiversité par télédétection? Ça semble aussi une question, une entrée, question qui est très importante, qui fait le lien avec des initiatives européennes et internationales comme Géobon et d'autres, qui ont défini ce qu'on appelle ces métriques essentielles de la biodiversité, qui sont normalement pas seulement des métriques de biodiversité, mais aussi de structure forestière. Alors, parmi les méthodes, il y en a tout un ensemble, et puis je ne vais pas aborder d'autres métriques qui sont en lien avec la biodiversité, comme l'Observatoire des saisons ou le Réseau national d'observatoire de la phénologie. Voilà, donc ça, c'est très orienté plantes, mais vous voyez que on pourrait remplacer le mot plante par le mot insecte ou grand mammifère, sans perdre de généralité, vraiment. Alors la question, c'est qu'est-ce qui est faisable? Parce qu'il y a aussi une question d'opérationnalité là-dedans, et c'est vraiment de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui. Voilà. Nous, ce qui nous semblait aussi important, c'était de mobiliser, puisqu'on a un projet de recherche, de mobiliser plutôt la partie haute du diagramme que j'ai présenté tout à l'heure, pour essayer d'établir une représentation forte dans certains sites qui sont euh, probablement déjà bien mobilisés pour la recherche française, comme des sites du réseau ANAE ou du réseau ICOS, et puis des sites aussi protégés, des réserves protégées, comme la réserve de la Massane ou la forêt de Compiègne ou la Sainte-Baume. Donc ça c'est des sites qui nous semblaient peut-être intéressants à explorer comme des points intéressants, mais naturellement, c'est une liste à l'après-vert, et puis c'est plutôt aux communautés qui sont de recherche qui sont euh, actuellement actives sur ces sites forestiers de faire des propositions aussi. Donc peut-être que vous avez d'autres messages à faire passer aujourd'hui. Et puis, ben, j'avais mentionné déjà, là, il y a un mois, qu'on essaierait de déployer des méthodologies comparables entre les sites de France métropolitaine et d'outre-mer. Et puis, depuis quelques jours, on a confirmé ça et qu'on serait capable de faire des suivis, de monitoring des plantes dans la zone ultramarine. Alors, juste pour commentaire, les PEPR, c'est quand même un dispositif français, donc qui est très orienté vers la France métropolitaine. On essaie aussi de- d'intégrer des thématiques en France ultramarine. Euh, la question de savoir si on peut aussi financer des activités euh, internationales, c'est une question que nous posent beaucoup nos collègues des CIRAD, parce que forcément, ça les intéresse beaucoup sur leur site d'études. Ça semble être un peu plus compliqué, donc pour l'instant, on n'a pas abordé cette question-là, de travailler ailleurs, au Brésil par exemple, ou en Afrique centrale. Mais voilà, pour l'instant, je pense pas que ça soit une discussion très importante pour le petit échange qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Puis, ben, je vous écoute pour les questions. Et merci, Jérôme. Alors, je sais pas si Hervé, je peux rebondir directement en écho à ce qu'on a discuté tous les deux il y a 2 jours. Oui, oui, vas-y, vas-y. OK. Si tu Donc, veux présenter quelque chose, n'hésite pas, hein, je peux. alors, j'ai pas préparé de diaporama, D'accord. mais on a Ok. essayé de formater un peu des éléments de discours avec, notamment avec l'équipe Biodiv, donc de l'unité FNO à Nogent-sur-Vernisson, qui est un des membres de ce consortium de chercheurs écologie et de la biodiversité qui a essayé de se fédérer pour adresser au PEPR une espèce de doléance à intégrer d'autres volets de la biodive dans le suivi de ce PC3. Donc, nous, ce qu'on avait déjà comme postulat de départ, c'était que on ne pouvait pas se contenter d'indicateurs indirects pour le suivi de la biodiversité non végétale. Ça, c'est un constat qu'on a dressé par ailleurs dans le cadre de projets préliminaires
Donc, tu vois, données de télédétection, dendrométriques issues des données IGN ou ce type de paramètres-là, c'est proprement insuffisant pour faire un suivi cohérent. Et puis le deuxième postulat, c'est que il nous semble vraiment pertinent d'opérer un réseau national et pas simplement un cumul de quelques sites ateliers pour avoir des données dynamiques qui sont vraiment représentatives de l'état et de la dynamique de la biodiversité nationale. Donc, ce qu'on a compris de ce qu'Hervé nous a retranscrit des discussions qu'il a eues avec toi, avec Christophe, avec Arnaud, c'est un certain nombre de contraintes. Si on voulait faire une proposition un peu opérationnelle à un volet additionnel, et je vais essayer de les reformuler et dites-nous Ouais. si on a bien compris la chose. Je L'idée, t'interromps c'était... juste un instant, Christophe. Euh, Arnaud est en train de nous rejoindre. Donc comme ça, puisque là, on rentre au cœur du sujet, ce serait bien de l'avoir avec nous. J'espère qu'il va... Je sais pas s'il a... Excuse-moi vraiment de t'avoir interrompu, hein, Pas de mais problème. il est, je crois, avec nous. Arnaud, Oui, bonjour, pardon, excusez-moi. pas de souci. Bienvenue. Juste pour faire un tout petit débrief, j'ai fait une brève présentation, tu vois, 10 slides pour présenter ce qu'on avait déjà discuté sur l'approche biodiversité au sein du PC3. Et puis, la parole était à Christophe qui avait déjà discuté avec toi, avec vous même, sur ces sujets-là et qui avait nous expliqué son postulat de départ et puis maintenant ses propositions. Oui, Voilà. oui, merci, je Merci. suis désolé. Pas de problème. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était donc plutôt des indicateurs directs et plutôt un réseau national de suivi avec des contraintes. Et les contraintes qu'on a perçues, c'était que préférence devait être donnée à un groupe animal pour avoir quelque chose de plus complémentaire par rapport à tout ce qui est déjà inclus dans le PEPR. Que les méthodes déployées puissent être automatisables et dépendent pas d'un énorme coût opérateur de terrain. Euh, que ce soit, si possible, déployable à large échelle et à fréquence relativement rapide dans l'esprit de ces suivis au débit qui est ambitionné maintenant et à moyen terme. Et puis que tout ça, ça puisse s'articuler avec une question scientifique pertinente, que ce ne soit pas déconnecté d'une question scientifique définie a priori. La cinquième contrainte, elle paraît évidente, c'était que ça s'articule proprement à l'architecture actuelle du projet du PC3. Ça, on le dit, mais ça nous paraît évident. Donc, partant de ces 4 ou 5 contraintes, et basé sur ce qu'on a réfléchi dans le programme Pacifor 2 et des principales issues des maquettes qui ont été pour l'instant réfléchies dans le programme Pacifor 2, il nous semble que le seul groupe de groupes et les seules méthodes qui répondent à ce type de contraintes, c'est de mobiliser l'écoacoustique et d'envisager un suivi oiseaux et chiroptères. Voilà, que c'est le seul compartiment qui répond aux critères de faisabilité, d'opérationnalité et aux autres contraintes qu'on a évoquées tout de suite. Pour l'Entomo, par exemple, qui est pourtant un groupe qui nous tient à cœur, hein, moi en particulier, il nous semble que le degré de maturité de l'automatisation des pièges photographiques est largement insuffisant pour être déployé à cette échelle dans le cadre du PEPR. Et puis pour la question à laquelle vous tenez, nous, il nous semble quand même que générer des séries temporelles pour mesurer la dynamique de la biodive sur l'ensemble des forêts françaises, c'est une question qui a une vraie intégrité en soi. Elle nous manque cruellement, en France notamment, mais en Europe de l'Ouest de façon plus générale. Et évidemment, au départ, ça ne nous semble pas utile de stratifier par rapport à des gradients écologiques plus étroits sur des questions plus précises. Voilà, cette dynamique générale, toute forêt française confondue, ça nous semble vraiment pertinent. Donc là, en mobilisant ce que je viens d'évoquer et puis en recyclant ce qu'on a pondu via Pacifor 2, ce que vous avez peut-être eu en écho par ailleurs, voilà. Il nous semble que écoacoustique, oiseaux et chiro, sur la maïs 16 agrémenté peut-être d'une connexion avec quelques placettes IGN. maïs 16 qui, tu l'as rappelé tout à l'heure, est géré par le DSF, mais supporte déjà une partie de réseau de biodiversité, en particulier biodiversité des sols, via le RMQS. Ça nous paraît un cadre relativement opérationnel. On tient aussi à, et ça je l'ai pas dit directement tout à l'heure, mais en évacuant les indicateurs indirects et en accordant un privilège aux indicateurs directs, on tient à garder une approche espèce centrée.
et pas s'orienter vers des nouvelles métriques de biodiversité qui sont un peu plus hétérodoxes, c'est-à-dire qui vont avoir une approche supra-spécifique ou des nouvelles entités. Et donc, parce que l'écoacoustique en particulier peut orienter vers ce type de nouvelles métriques un peu innovantes, type paysage sonore avec des métriques qui sont un peu déconnectées de la biodiversité traditionnelle. Voilà, il nous semble quand même que ça, ce serait prendre un risque d'orienter uniquement un système de suivi vers ce type de métriques, et on tient à garder l'idée d'avoir une approche espèce centrée. Alors, un élément logistique, pratique, concernant ces différents choix. Donc, je résume, hein, écoacoustique, oiseau Kiro, réseau national basé sur la MyC 16, c'est que, et ça explique l'invitation de Kevin Darras à ce séminaire, on recrute, nous, dans l'unité FNO, à partir de septembre, un chargé de recherche sur ces questions de nouveaux système de suivi de la biodiversité appliqué aux écosystèmes forestiers. Et c'est donc Kevin Darras qui va nous rejoindre au 1er septembre. Et on estime voilà, qu'il pourrait, s'il l'accepte, être une cheville ouvrière importante de ce nouveau volet de biodiversité adossé au PC3 du PEPA. Voilà, donc voilà ce qu'on avait réfléchi, nous, en interne. Je laisse peut-être ou Hervé, ou Kevin, ou Marion rajouter des éléments sur ce qu'il faudrait détailler en plus, et puis vous réagir à ce type de proposition. Si je peux réagir tout de suite, génial. Nous, si Arnaud est prêt à mettre un financement qui va bien sur ces actions, bien sûr, Arnaud et Christophe, parce que ça risque de ne pas être donné, mais super. Après, la faisabilité, maintenant, on peut peut-être en discuter, et puis je vais quand même laisser parler Marion et Hervé. Ouais, merci. Merci Christophe, hein, c'était très très clair. Tu as bien récapitulé ce qu'on avait réfléchi en équipe. Juste quelques détails. En fait, quand on a réfléchi en équipe, on avait en tête que les plantes n'étaient pas concernées, que c'était plutôt que le PC3 envisageait plutôt du suivi sur les animaux. Donc quelque part, c'est à savoir que dans Passifort, on a aussi élaboré une maquette pour le suivi des plantes vasculaires. Aussi pour les bryophytes, mais là pour les bryophytes, c'est comme disait Christophe, hein, c'est pas mûr encore pour un suivi automatisable. Pour les plantes, c'est pas forcément directement automatisable, mais il y a quand même des méthodes comme PlanteNet qui peuvent faciliter. Et puis il y a aussi le fait que sur les plantes, les agents de l'IGN pour l'inventaire forestier, ils ont quand même déjà une expérience sur les plantes. Donc peut-être voir quand même si on peut pas y rajouter au moins les plantes vasculaires. Donc ça, c'est une chose. Sur les questions scientifiques qui sont adossées au suivi, c'est effectivement super important et c'est ça la fin, le but premier. Une question affichée, c'est comment les plantes vont-elles répondre au changement climatique? Et je me demande s'il ne faut pas préciser cette question. Dans Passifort, les maquettes qu'on a proposées avec un échantillonnage qui va bien pour être représentatif de la France métropolitaine et puis un protocole de relevé des données. Les maquettes proposées, pour l'instant, elles ont été réfléchies dans un objectif simple de surveillance, c'est-à-dire de suivi dans le temps de l'évolution de la biodiversité, mais pas de possibilité de faire des liens causaux avec le changement climatique. Ça, alors soit ça viendrait dans un deuxième temps, mais pour faire des liens avec le changement climatique, quelque part, il faut pouvoir comparer avec les changements, quoi. Ou alors, il faut bien raisonner le système pour qu'il y ait du suivi dans des forêts hors gestion et puis aussi dans des forêts gérées. Effectivement, si on est dans les forêts hors gestion, ben, les seuls changements qui vont influencer, c'est peut-être bien les changements climatiques, de fait. Donc, les forêts hors gestion, elles peuvent être des références pour évaluer le changement climatique. Le problème, c'est que les forêts hors gestion, en France, c'est moins de 2% de la surface. Donc, si on fait que du suivi ciblé sur
des forêts officiellement en gestion, protégées, on ne sera pas forcément représentatif. Donc il y a une espèce un compromis à trouver, je pense, entre la représentativité des points et puis l'objectif, mais ne serait-ce que le premier objectif très simple de surveillance, qui est bien dans l'optique surveillance du programme de surveillance de la biodiversité terrestre, et puis du premier objectif de PACIFOR, évaluer la dynamique spatiale et temporelle de la biodiversité. C'est en soi un objectif scientifique pas inintéressant. On ne pourra pas d'emblée répondre au comment les plantes ou la biodiversité évoluent en fonction du changement climatique. Non, mais merci beaucoup d'avoir Ouais. précisé ça. Je pense que c'est important. Quand même, l'état de l'art aujourd'hui en termes de ce qu'on sait sur la réponse de la biodiversité, en France, c'est souvent des données observationnelles, tout simplement, où il y a une causalité qui est inférée, mais pas prouvée. Ouais. Sans approche expérimentale ou sans stratification précise, comme tu le décrivais, de l'expérience, enfin de l'observation, on ne peut pas vraiment prouver qu'il y a une réponse au changement climatique. En attendant, les travaux que nos collègues de Nancy et d'Amiens ont fait ont eu un gros impact parce qu'on a besoin aussi de cette connaissance scientifique qui répond à une question, qui répond de façon observationnelle et pas complètement conclusive, et qui repose sur l'observation. Ouais. Donc, je pense que c'est de ça qu'on parle. Tout à Donc, fait. on n'a pas besoin d'avoir la réponse ultime mécaniste, mais on a besoin d'avoir des réponses à des questions qui sont prégnantes dans la société. Oui, tout à fait. Et c'est complémentaire. Enfin, il y a deux approches complémentaires, un monitoring observationnel et puis à côté des manips plus expérimentales pour l'aspect causal, quoi. Ça aussi, ouais, bien sûr. Et là, je pense que bon, ça sort un petit peu du domaine de ce projet ciblé, Ouais. mais soit dans le PC1, il y a des questions qui sont en train de germer autour de ça, soit des appels à projets pourront être organisés sur cette thématique-là, et on espère qu'il y aura beaucoup d'appels à projets en plus qui pourront s'appuyer sur cet aspect, enfin, qui pourront aborder la question de biodiversité forestière. Ceci étant dit, pour être très clair, il me semble que dans le cadre de la proposition qu'a fait Christophe, ouais, il me semble que ça devrait rentrer plutôt dans le cadre du projet ciblé, parce qu'on Tout à s'inscrit fait. dans le temps long, enfin, Ah oui. pour Oui, autant oui. que 7 ans soit long, parce que c'est pas Ouais. si long que ça, Oui. effectivement. Et donc, moi, je suis enthousiaste à cette Ouais. idée-là. Après, et puis aussi, je l'ai déjà dit, mais je reconnais que tout le travail de fond qui a été fait dans les projets Pacifor sont critiques, et c'est sûr, il faut capitaliser sur ça. Donc, il n'y a pas de doute que les leçons qui ont été apprises au sein de ce projet-là doivent être mobilisées maintenant. Oui, mais je suis entièrement d'accord, hein. Pour moi, le projet ciblé, c'est une opportunité très chouette de déployer ce qui a été proposé dans PACIFOR. Ce que je voulais simplement dire, c'est de ne pas afficher un objectif qui ne serait pas rempli par ce monitoring observationnel en continu. Hervé? Oui, réaction à chaud. D'abord, un grand merci à Christophe pour la clarté. Puis je trouve que la proposition, effectivement, est très, très logique. J'avais quand même deux remarques. Alors, la première, c'était que se focaliser sur les oiseaux, ça, c'est super intéressant. Il faudra malgré tout, ou en plus, faire le lien avec les suivis stock. Parce qu'en fait, quand on regarde les jeux de données à long terme en forêt, sur biodiversité, c'est ceux qui sont souvent les plus robustes et donc les plus souvent utilisés. Donc, je pense qu'il faudra mettre en exergue la complémentarité avec les suivis stock, qui sont, bon, on connaît leurs limites aussi, c'est plus de la science participative, etc. Mais je pense que vis-à-vis de l'extérieur, il faudra expliquer en quoi ça va ajouter la qualité, la robustesse, la dynamique. Notamment le fait de proposer sur le réseau 1616 avec son aspect systématique et puis la possibilité de faire un lien avec les suivis sanitaires, ça me paraît aussi intéressant. Donc ça, c'est pour le choix des oiseaux. Pour le non-choix des insectes, c'était ma deuxième remarque. Dans la mesure où le projet, il se projette sur, enfin, il s'étape
sur plusieurs années, sur 7-8 ans. Je me demandais si la question de la mise en point ou de l'opérationnalité des suivis que tu expliques comme étant actuellement inaboutis pourrait pas trouver une solution à moyen terme et donc le réinjecter dans le suivi, quoi. Donc, je me pose la question de savoir si soit on l'annonce d'ores et déjà en disant que ce sera plus tard, soit on le considère comme un projet ouvert qu'on pourrait rajouter au réseau systématique Oiseau pour montrer sa complémentarité, ce qui donnerait la possibilité de se donner du temps pour attendre que ce soit au point. Mais voilà, je me demande s'il n'y a pas malgré tout des perspectives raisonnables sur pas forcément tous les groupes d'insectes, mais quelques-uns qui seraient peut-être voilà, plus rapidement opérationnels. Et donc la question étant de savoir si on l'annoncerait directement dans le PC, mais à une date ultérieure, ou si il faudrait le réserver pour un projet ouvert. Je peux réagir très rapidement. Nous, on avait quand même plusieurs fois discuté le point que alors, dans les projets ciblés, il faut être aussi réactif au plan scientifique. Il faut avoir des tâches qui sont clairement qui sont calées, faisables et puis dimensionnées. Mais ce serait dommage de ne pas faire aussi de la science, comme diraient les Anglais, blue sky, quoi, qui soit un peu plus risquée, un peu exploratoire. Et dans ce cas-là, ce serait certainement une toute petite partie du budget, quelques 10% peut-être. Alors ça, c'est à voir sur la faisabilité. Mais essayer de combiner une approche où on met en place des observatoires et puis aussi on teste des choses, ça serait possible. Il faut peut-être aussi voir jusqu'à quel point le PEPR Forest va être capable de faire des effets leviers. Parce que certainement, ce genre d'activité, elle sera aussi potentiellement finançable par d'autres partenaires. Et avec le label PEPR Forest, on espère on sera reçu positivement. C'est à voir. Arnaud. Oui, merci beaucoup. C'était clair. Je crois que j'ai compris. Ça veut dire que c'était assez clair. Euh, oui, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, je trouve que ça complète bien l'objectif scientifique dans son ensemble et l'ambition scientifique du PC Monitor, hein, sans aucun doute. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que l'ambition est effectivement clairement délimitée, enfin bien précisée en tous les cas, comme le dit Jérôme, on voit bien. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire, Jérôme. Je pense que c'est plutôt pas mal de, effectivement, donc vous avez bien cette idée, effectivement, enfin, que l'idée c'est bien qu'il y ait une mise en dialogue et donc une capacité à être dans mise en dialogue entre les données qui seront par ailleurs produites dans le PC Monitor et celles sur ce volet-là. Mais ce qui n'empêche pas, effectivement, d'ouvrir sur la thématique des enjeux scientifiques plus risqués, plus incertains. Et comme disait Jérôme, l'idée, c'est de paver aussi pour la suite même. Voilà, c'est-à-dire ouvrir. Donc moi, je pense aussi que c'est plutôt pas mal d'avoir une partie un peu plus expérimentale ou plus développement de méthodes de suivi. Euh, Après, j'ai juste quelques questions. Alors, je vais garder la plus embêtante pour la fin, mais la première, c'était par rapport à ce que tu disais, Marion, où je suis surprise. Enfin, là, c'est une question totalement naïve, hein, mais pourquoi est-ce que le protocole IGN ne couple pas une dimension, toute cette dimension suivi, biodiversité, enfin, suivi des plantes vasculaires? Et pourquoi? Et parce qu'ils ont quand même un inventaire floristique. Ouais. Et du coup, et puis en plus, alors tu n'as pas, enfin, tu as aussi dans les placettes IFN un suivi de la gestion ou pas normalement. Enfin, normalement, on Oui. regarde les traces de gestion ou pas. Voilà, c'était par rapport à ça. Juste avant, et puis ma dernière question, c'était par rapport parce que bon, si ça se fait pas et que c'est juste parce que c'est pas, enfin là l'idée aussi c'est de soulever des lièvres, hein, de dire attendez, voilà. Après, et ma dernière question, bah c'est un peu
c'est combien ça coûte, effectivement, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, qu'est-ce que ça représente et quelle est l'ambition de ce... Alors, sur la partie, effectivement, réseau suivi, donc chiroptères et oiseaux, voilà, ça représente quoi? Et effectivement, est-ce qu'il y a l'idée, pareil, de faire tout financer par le PEPR? C'est vraiment ce que vous attendez comme financement, c'est vraiment le déploiement et le suivi, bah, le monitoring, hein, pour le coup, l'acquisition de données, vraiment. Voilà, c'est juste pour avoir, pour qu'on effectivement qu'on anticipe, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles ambitions qui frappent à la porte du PC Adapt, et donc il va falloir qu'on fasse un peu un état des lieux de tout ça. Voilà. Alors, je peux te Vas-y, répondre Marie. donc déjà sur la question de suivi floristique IGN. En fait, il est ouais, quasiment très bien, mais dans Passifort, on a identifié quelques compléments à apporter. Euh, la première chose, c'est que l'IGN fait des suivis actuellement sur 95% de la forêt, mais il y a au niveau représentativité, tout ce qui est forêt non productive n'est pas inventorié par l'IGN. Donc tout ce qui est inaccessible ou alors en réserve intégrale, voilà, ils y vont pas. D'où l'idée de compléter les points IGN par exemple, le réseau 1616, RMQS. La deuxième chose, c'est que ce qu'ils font à l'IGN jusqu'à présent, hein, c'est qu'ils notent la flore pour son caractère indicateur. Et donc, ils font un relevé qui n'est pas dans une optique d'inventorier la biodiversité, mais dans une optique d'avoir une bonne idée, une bonne note indicatrice de la flore par rapport aux potentialités du milieu. Ce qui les amène à ne pas noter toutes les espèces présentes. Et puis la troisième chose peut-être aussi, c'est qu'ils ont potentiellement des biais dans le protocole parce que toutes les régions de montagne, par exemple, ils les font que en été, quand c'est accessible. Et donc, par conséquent, les régions de plaine, elles sont plutôt inventoriées l'hiver. Et l'hiver, c'est pas la meilleure saison pour la flore. Donc, c'est sur des petits points méthodologiques comme ça que, que PSFOR avait trouvé à redire, entre guillemets, et propose des améliorations Oui. pour la maquette. Mais donc, il y a déjà des idées et des propositions d'amélioration que j'ai pas forcément en tête là directement, mais la maquette Flore, elle existe. Mm. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, enfin, là, je fais un peu enfin, l'idée est que on tende à avoir une approche différente de l'inventaire forestier de manière générale, c'est bien ça l'enjeu. Ah, même avant, là c'est mon point de vue Sciences Po, hein, mais avant de savoir combien, parce que avant de savoir combien il y a de petites plantouses, l'enjeu c'est qu'on change d'approche de l'inventaire forestier et Oui, qu'on intègre la composante biodiversité comme une composante essentielle. Et de oui, la même manière que l'approche stationnelle, dans quelle mesure c'est pertinent aujourd'hui de savoir sur quelle station on est, je veux dire. Bon. Donc, je crois aussi, et on va pas dire, ah bah tiens, il fait froid l'hiver, ils y vont pas, donc on va envoyer des stagiaires de l'INRAE pour aller faire les enquêtes. Enfin non, ça va pas. mm, Soit on considère qu'on a en France un inventaire forestier euh, ou dans lequel on met des moyens et qui va chercher de l'information. Et dans ce cas-là, on le consolide, on le fait évoluer à l'aune de ce que nous, ce que la science peut dire. Mais si la science dit, ah bah non, les outils d'inventaire, ils ne servent pas, donc, enfin, pour moi, c'est totalement. oui. Oui, et puis d'autant plus que l'IGN est plutôt partant pour Oui, oui, oui. améliorer et modifier ces techniques d'inventaire pour intégrer la dimension biodiversité, hein, ce que j'ai Mm. compris. Non, et du coup, enfin, c'est aussi qu'on balise aussi. Alors ça, je dis ça un peu pour Jérôme, mais tu parlais des 10% de Blue Sky. Il peut y avoir aussi une petite partie de réflexion sur là-dessus, quoi. C'est-à-dire sur la continuité, sur la pérennisation, sur la logique, la manière dont la réflexion. Là, je prends la question du monitoring biodiv, mais sur la manière dont on pense l'enjeu de notre approche du monitoring de la biodiversité, de son lien avec notre approche de la forêt, de la description des écosystèmes forestiers et du couplage avec les dispositifs d'inventaire. Enfin, pour moi, il y a aussi ce volet-là qui doit être présent dans le monitoring
Ouais, bon, alors, Alors, ce ne sera pas le 10%, hein, ce sera le 0,3%, mais ça me semble aussi nécessaire d'avoir cette dimension-là très forte. Et donc, y compris sur ces thèmes-là, de prolonger ces réflexions et, comme on disait, de rebondir sur des éléments d'enseignement de Passifort et d'avoir aussi cet effet dans Forest, voilà, de réflexion plus large sur ces inventaires-là, il me semble. Bon, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, c'est vu de l'extérieur, mais ça me semble. merci. Merci Arnaud et Marion. Avant de revenir au point qui nous occupe, en fait, qui n'est pas les plantes, juste pour dire que sur les plantes, c'est là où on a le plus avancé. On a effectivement des données de l'IFN qui ont des problèmes. Ça a été identifié par Passifort, ça a été déjà identifié avec pas mal de temps parce que voilà, le genre de biais d'observationnel était là. Il y a le PSDRF quand même qui est aussi complémentaire et qui est en train de discuter aussi fortement avec l'IFN, donc activement en tout cas, pas fortement, j'espère. Et il y a PlanteNet. Donc, le copilotage un des copilotages de ce projet, c'est le CIRAD. Et on travaille depuis longtemps maintenant avec des acteurs de PlanteNet. Maintenant, c'est devenu une machine de guerre, hein, vraiment, PlanteNet. Il y a des centaines de milliers de photos qui sont prises tous les jours, surtout en cette saison-là, en ce moment, parce que c'est les vacances. Et donc, c'est exponentiel quasiment, le Oui. nombre de données. On a aussi des collaborations avec les collègues du Muséum national d'histoire naturelle qui font des suivis au CERCO, également avec les centres botaniques nationaux, les conservatoires botaniques nationaux, qui ont aussi un maillage assez fin au kilomètre de l'ensemble du territoire, y compris les territoires forestiers. Donc là, enfin, en dehors de la partie normative qu'a apporté Passifort avec des fiches et des idées, il y a quand même des opportunités qui sont très larges à apporter. Alors, on aura toujours une cote un peu mal taillée, et je pense que là, ça sera pareil pour la bioacoustique, mais quand même, on a une base de connaissances, en particulier en France, qu'il faut mobiliser. Voilà, donc revenons. Je vais d'abord laisser parler Irène et puis Kevin, que je félicite d'ailleurs de son nouveau poste. Tous les deux d'ailleurs. Irène. Oui, merci. 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 C'est super intéressant la discussion. Et donc, moi, j'ai travaillé surtout avec les mammifères, donc mammifères moyens et grands. Et donc, notamment depuis que j'ai eu mon poste l'année dernière, non, en septembre dernier. Du coup, j'ai commencé à travailler avec des pièges photographiques pour faire des suivis des communautés des mammifères. Et du coup, j'ai trouvé très intéressant les projets sur lesquels vous parliez sur Passifort. Parce que du coup, je pense qu'il peut y avoir des synergies assez intéressantes et fortes entre les oiseaux, les chiroptères et les mammifères. Donc, notamment au niveau trophique, donc prédation, etc. Donc, déjà, je trouve ça super. Et concernant les côtés invertébrés, donc les suivis des invertébrés, moi, ce que je connais au travers des pièges photos, c'est que moi, pour l'instant, je me focalise, j'utilise que des modèles de détection parce que du coup, je reste au niveau du coup, les mammifères sont gros, ils sont assez faciles à identifier, mais je sais qu'ils sont en train de se développer pas mal de modèles de segmentation qui s'appellent, et donc ils sont beaucoup plus précis, et je pense que peut-être d'ici quelques années, ça va devenir des outils assez intéressants. Et donc, à mon avis, je pense que ça peut être intéressant qu'on vous proposiez avant de peut-être avoir une partie exploratoire ou plus risquée qui vise du coup sur cette utilisation peut-être des pièges photographiques pour les suivis des invertébrés. Donc, je pense que peut-être c'est quelque chose que même si pour l'instant, c'est pas très mûr, je pense que peut-être on peut avoir un peu d'espoir que dans les années qui viennent, ben, notamment avec les pièges photographiques, et donc notamment si on envisage un suivi des mammifères et du coup avoir des matériels en termes des pièges photographiques, ben, du coup pouvoir aussi envisager du coup des synergies aussi entre ces deux groupes taxonomiques. D'accord, Donc voilà. merci. Alors, une réaction rapide hein, sur ça, c'est qu'on a discuté assez récemment avec des collègues au Muséum national d'histoire naturelle sur un Oui, projet en Afrique avec Sabrina Krief et ses collègues qui travaillent en Ouganda. Ils nous ont montré ça, ce site web-là, travaille essentiellement en Europe. oui, Et, la plateforme Agouti, donc avec un projet européen qui soutient cette activité-là. oui, Bon, j'imagine que tu connais, oui, mais oui, très bien. euh,
La question, c'est est-ce qu'on fait ça j'ai pas l'impression que ce soit un projet qui soit très, très prémature, quoi. J'ai l'impression que qu'il y a au contraire plein de gens qui le font dans toute l'Europe, que c'est très coordonné, et que du Oui. coup, réinventer ce truc-là, nous, de notre côté, c'est un peu dommage. Donc, est-ce qu'on Oh, est... non, non, pour les côtés mammifères, on ne va pas les réinventer parce que justement, moi, pour les mammifères, ce que je suis en train de faire, il y a déjà plein d'algorithmes qui sont disponibles. Donc, les seuls problèmes, entre guillemets, c'est de deep learning et des réseaux de neurones. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut adapter à chaque fois à notre jeu de données. Donc, il faut toujours tester, il faut bien paramétrer chacun des algorithmes. Et donc, et notamment pour la faune, c'est déjà mis en place. Donc, c'est disponible. Moi, je suis en train de les appliquer à mes sites d'études en Bordeaux Métropole. Donc, si par exemple, on décide de les faire pour les forêts, pour les sites forestiers, mais ça serait une question de tout simplement recycler un peu ce que moi, je suis en train de faire pendant cette année dans les sites forestiers. Et ce que j'ai parlé un peu plus exploratoire, c'est les côtés pour les insectes, parce que je ne crois pas que sur Agouti ou Wildlife Insight ou les plateformes qui existent, on puisse faire pour ces niveaux de détection pour les invertébrés. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialiste d'invertébrés, donc vraiment, je laisse parler aux collègues parce que vraiment, moi, c'est les mammifères. Et donc, pour les mammifères, moi, il y a des algorithmes qui sont déjà mis au point et qu'on on va pas réinventer quoi qu'il en soit. D'accord. Merci beaucoup. Euh, je vais vous laisser parler, Kevin. Ton micro est coupé, Kevin. Toujours. On t'entend pas. Non, on t'entend pas, Kevin. Enfin, moi, je t'entends pas, en tout cas. Ouais, non, 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 nous non pas. plus. Ça y est. Non? Les joies du direct. Ouais. Change ta source de micro là dans la partie son. C'est bon? D'accord. Ouais. Pour un spécialiste Ouais. de l'acoustique, c'est bien de maîtriser le Non, non, son. non, pas ce genre de commentaire. Non, c'est parce que normalement, j'utilise un casque Bluetooth et là, quand j'ai mis les écouteurs câblés, il a changé de source. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai principalement écouté parce que donc je suis en train de boucler mon contrat à Dresde, donc je suis pas au courant de tout, mais je suis très heureux d'avoir été invité ou proposé à donc porter l'initiative écoacoustique qui tout à fait donc comme moi ça fait plusieurs années que je travaille sur ça, principalement d'ailleurs dans les milieux tropiques. Je suis tout à fait d'accord que c'est au point pour c'est le suivi de la biodiversité dans les forêts. En fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Je voulais juste rajouter que, effectivement, je pense que ce serait stratégiquement approprié d'annoncer qu'à moyen terme, les pièges photos pour les insectes et surtout les pièges qui attirent les insectes avec la lumière, donc pour les insectes phototaxiques, sont les plus au point et devraient l'être dans 1 ou 2 ans. Nous-mêmes avons fait des travaux sur ça. C'est pas encore publié, mais ça devrait être sur BioArchive, j'espère le mois prochain. Comme nous venons de compléter certaines données sur nos cas d'utilisation. Donc, je suis plutôt optimiste en ce qui concerne cette partie-là. On ne pourra pas utiliser les mêmes appareils pour les mammifères, ou du moins ce serait pas judicieux, puisque, comme disait Irène, il y a déjà des systèmes qui sont en place et beaucoup de modèles qui sont là aussi. Sur la question combien ça coûte pour le déploiement des appareils de suivi écoacoustique, ça dépend tout à fait de ce que vous voulez faire, mais si on me donne un nombre de parcelles et une durée dans le temps et des infos sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir, si c'est espèce centrée, je pense que je pourrais faire une estimation plutôt robuste, avec une fourchette, évidemment. Et, euh, et je pense aussi que le point qui n'était pas encore très clair dans les maquettes Passifort, qui était sur l'analyse automatisée de toutes ces données, on a aussi fait du progrès ces derniers mois sur ça et aussi en appliquant donc les dernières méthodes. Bon, BirdNet, c'est plus tellement nouveau, mais ça évolue très vite et ça devient de plus en plus performant. Chaque mois, il y a une nouvelle version.
Et on a aussi d'autres outils pour les chiroptères comme Bat Detect qui est vraiment très performant. Il est très gourmand en ressources, mais on est au point pour l'analyse automatisée aussi des données, enfin des sons pour avoir des données sur la biodiversité chiroptères et oiseaux. Et on est aussi en train de développer tous ces aspects, non seulement les aspects matériels, mais aussi analyse de données au niveau logiciel dans différents projets et demandes de financement qui sont en cours. Et c'est pour ça que je trouve que tout ça est bien faisable. Et bien sûr, on pourrait avoir des discussions techniques maintenant, mais je voulais juste dire que je suis très content que ce soit proposé, que ça s'aligne bien avec mes buts scientifiques. Et aussi, personnellement, je suis très content de voir que la partie tropicale a été poussée de l'avant aussi, et je ne vois pas de raison technique pourquoi des suivis acoustiques en milieu tropical ne seraient pas possibles. D'accord. Mais bon, c'est un autre thème aussi. Merci beaucoup. Euh, Juste un point quand même. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce genre de projet, pas par un projet d'une seule personne, hein. Je ne doute pas. J'ai un lecteur attentif des publications que tu as faites sur les palmiers à huile et sur la fragmentation des paysages. C'était vraiment des chouettes publications. Merci pour ça. Mais il faut vraiment qu'on imagine, enfin, moi j'ai bien entendu Christophe, il parlait du réseau 16-16. Donc on parle de milliers de parcelles, euh, donc de milliers de capteurs, probablement x2 minimum pour avoir une certaine redondance. Donc des centaines de personnes pour collecter les cartes SD, j'imagine. Ou alors des réseaux par Wi-Fi qui seront plus haut niveau de technicité. Si c'est de ça qu'on parle, je sais que Christophe parle juste après, mais pour être un peu provocateur, là, la question, c'est plus le passage à l'échelle que la techno. Oui, voilà, tout dépend du financement. Et puis, je pense qu'aller chercher les données physiquement sur les cartes Même, SD, c'est pas que le ça va pas être financement, c'est la faisable. faisabilité, quoi. Je veux dire, c'est même si on donne 10 millions et qu'on n'a pas les forces en présence et qu'on n'a pas les compétences, ça se fera pas, quoi. Oui, voilà, tout dépend du nombre de parcelles sur quoi on veut développer ça. Et la télétransmission, ça devrait être obligatoire. Oui. Alors, sur ces points-là, un peu pratique, Christophe? Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, C16 en France forêt, c'est 550 points. Donc, c'est pas des milliers de placettes. Ok. Ça dépend combien de capteurs ou combien de placettes tu mets sur chacun des points, autour de chacun des points, bien entendu. Hein, mais, et moi, ce qui me rassure, c'est que Passifort va jusqu'à dimensionner un peu l'effort. Donc, il y a un travail qui est quand même fait pour mesurer la faisabilité du réseau. Et, et ça a l'air jouable. Donc, c'est plutôt rassurant. Moi, je voulais juste ajouter très rapidement 3 points de commentaire à la remarque d'Hervé sur l'idée de dimensionner une prise de risque sur la possibilité de faire du suivi automatique de groupes d'arthropodes. La première remarque, c'est que euh, en termes techniques, on en est vraiment au stade du prototypage mécatronique où on ajoute des briques mécatroniques à nos pièges traditionnels ou pour les pièges de nuit, on en est peut-être un petit peu plus loin, mais on fait du prototypage et puis on fait de l'algorithmique un peu expérimentale. Donc on adosse nos pièges à une démarche de deep learning, mais surtout, ça dépend du degré de complétude des photothèques de référence où là, on est très très loin par rapport à PlantNet que tu évoquais tout à l'heure, par exemple. Donc, il faut qu'en même temps, on fasse de l'alimentation de masse des photothèques de référence, et ça, c'est lent. Donc, je ne sais pas quel sera le délai avant que ce type d'initiative soit prête sur le plan techno, et qu'en même temps, il y ait les algorithmes et les photothèques de référence pour que ça marche. La deuxième, c'est que il n'y a pas de groupe d'insectes prioritaire dans les maquettes Passifort 2, donc on ne pourra pas s'appuyer sur ce pré-travail-là, à la différence de ce qui peut être proposé sur les plantes ou sur les chiros et les oiseaux. La troisième, et c'est plus optimiste, c'est le fait qu'il y a une action cost qui se monte à l'échelle européenne sur les suivis automatiques d'insectes. Alors, pas qu'en forêt. Hein. Et donc, nous, on vient de faire une expression d'intérêt pour s'y raccrocher. Donc, c'est une action qui est pilotée par le CEH en Grande-Bretagne, qui est un institut qui fait en général un travail relativement propre. Donc, on espère que cette émulation européenne pourra faire avancer le schmilblick un peu plus rapidement. Très bien, merci beaucoup, Christophe. Euh, Ouais, réponds, Hervé?
très vite hein, pour pas prendre trop de temps. Oui, oui, tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Juste pour mentionner deux informations. La première, c'est que on a déposé un projet européen aussi sur les pièges automatiques. Bon, là, au départ, c'est plutôt sur les espèces invasives ou les insectes ravageurs, mais les technologies sont les mêmes. Et donc là, on est en collaboration. Alors peut-être Kevin le connaît avec le Muséum de Berlin qui a développé un robot d'identification des insectes piégés et une entreprise tchèque qui a développé des pièges automatiques. Enfin bref, comme tu le dis, Christophe, il y a des avancées européennes dont on pourra probablement bénéficier assez vite. Et puis la deuxième information, c'est que la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, va sortir dans les jours qui viennent sa prospective sur les recherches sur la biodiversité. Et le premier point de cette prospective, c'est exactement ce que Jérôme, tu proposes, quoi. C'est-à-dire les suivis de biodiversité à long terme, corrélation avec les EBV, l'automatisme des prises de données. Donc, je ne sais pas si ça pourra être intéressant de le citer dans le narratif, mais bon, tu pourras peut-être t'appuyer sur cette publication pour confirmer les objectifs du PC3. Ouais. Qui est sorti où, t'as dit? Il va sortir dans les jours ou semaines qui viennent. Le document est prêt là. Et ça va être sur le site de la FRB. Après, je ne sais pas si le ministère va en faire de la pub, mais bon, je vous l'enverrai. D'accord, c'est un doc technique. Ok. Ouais, c'est ça. C'est le ministère de la Recherche qui avait demandé à la FRB de faire la prospective sur les priorités de recherche en biodiversité. Et le point 1.1, c'est sur voilà, c'est les monitoring de la biodiversité. Ça veut dire que c'est pas complètement déconnant. C'est déjà pas mal. Exactement. Ça rassure. Loin de là. Merci Hervé. Arnaud? Oui, moi j'ai toujours pas eu ma réponse sur combien ça coûte, mais voilà. Ça dépend. Non, après, juste des choses un peu périphériques, mais enfin, moi qui me semble, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Un des enjeux de Forest, c'est aussi voilà, je dirais de créer des sortes de points focaux sur des questions scientifiques un peu larges. Là, moi, je trouve qu'il y a un beau sujet. Et comme l'avait déjà identifié Jérôme hein, dans la construction de son PC, hein, mais je trouve que voilà, toute cette communauté-là, c'est aussi un des objectifs de Forest, de se servir de Forest pour faire ce travail-là, être un point d'appui pour des partenariats avec des collègues européens et internationaux, pour faire du lien entre les différentes compétences, voilà. Et j'irais même plus loin, pour promouvoir aussi ces travaux de recherche et envisager des financements complémentaires. Y compris d'ailleurs, pas que public. Hein. Je pense que ça, c'est des thèmes qui peuvent tout à fait intéresser des financements privés. Il y a des choses très sympas, je pense. Ça se vend bien, j'imagine, et je trouve ça très, très pertinent. Je crois aussi qu'on est souvent à s'interroger sur la manière dont on peut faire davantage de liens entre la science et la sensibilisation aux enjeux forestiers avec la société au sens large. Et là, je sors des gros poncifs, mais pour moi, il y a des choses très intéressantes à faire aussi ici, que ce soit avec la science, avec la culture, avec l'éducation, etc. Voilà, je pense aussi que là, c'est pas pour vous dans l'immédiat. Moi, ça me donne plutôt des idées pour des collègues, notamment dans le PC4, de se dire comme vous êtes une opportunité pour accrocher des choses autour de ce sujet-là, aussi pour faire des choses très, très intéressantes, je crois. Et voilà, je dis ça, ça m'a fait penser parce que tu as Ouais. parlé de l'écoacoustique en forêt tropicale et je sais qu'il y a des artistes qui s'appuient là-dessus notamment et qui ont fait des trucs assez géniaux. Et par exemple, voilà. Donc, c'est juste pour dire, pour le moment, c'est pas votre préoccupation première. Voilà. Mais moi, ça me donne plein d'idées aussi sur ce type de thématique-là. Et Forest doit servir aussi à ça, pour aussi avoir des leviers pour faire toutes ces choses-là autour de ces thématiques et aussi les promouvoir, du coup. Voilà. Au-delà de la partie opérationnelle, concrète,
sur lesquels vous allez devoir effectivement faire des choix et décider quelle est la priorité et quelles sont les choses à mettre en œuvre en priorité. Moi, je partage l'idée de Jérôme aussi que c'est bien qu'il y ait de poursuivre plusieurs chevaux à la fois et plusieurs degrés de maturité. Ça me plaît bien cette idée aussi qu'on mette en germe des choses. Voilà, donc il y a une belle action et je pense qu'effectivement, on doit trouver une place dans Forest pour ce programme-là, pour ce que vous proposez. Très Et bien. voilà. On va essayer de pas rester beaucoup plus qu'une heure. Juste, si on imaginait que c'est un capteur, c'est 100 euros, qu'on déploie en triplicate et qu'on compte la jouvence, on est à 0,5 million sur 500 sites. Si tu mets 2 staffs sur 5 ans, tu es à 1 million. Et ça suppose qu'il y ait une communauté de scientifiques enfin, que Kevin ne soit pas tout seul, hein, c'est évident. Voilà, s'il n'y a pas plusieurs laboratoires en France qui sont mobilisés, de staff, c'est vraiment extrêmement limité, quoi, pour faire un projet de cette ampleur-là. Donc 1 million, ça me semble être vraiment le degré, vraiment le minimum. Alors après, on peut imaginer de faire ça sur beaucoup moins de sites, mais si on a cette ambition, je pense qu'1 million, c'est pas du tout. Enfin, voilà. C'est pas du tout, c'est pas grand-chose. C'est un peu ce que je me disais. Bien. C'est ce Je qu'on viens fait. de vous mettre dans la discussion l'estimation actuelle, mais c'est pas encore peaufiné, faite par Passifort pour Ah, la maquette Oiseau. Oiseau, c'est sur les points stock, plus des placettes permanentes au sein de l'inventaire IGN. Et ils sont, voilà, en estimant les coûts par enregistreur depuis entre 100 et 900 euros pièce pour un modèle plus performant, ouais, mais le SM4, tu on peux l'avoir moins cher, aboutissait hein. à voilà, entre 36 000 et 328 000. Bon, à peaufiner beaucoup quand même, je pense, Ouais, ouais. mais ça Donc, vous il y a donne des quelques économies idées. d'échelle parce que si on achète plusieurs milliers de C'est ça. SM4, on va leur, on, on va Non, leur faire on un va petit construire les choc usines qui les thermique à nos amis. produisent. C'est ça l'idée du. On est France 2030, Jérôme. Donc normalement, on construit les usines. Il faut qu'on développe des usines pour produire ces trucs-là. Ouais, C'est ça l'esprit France 2030. J'ai l'impression que tu n'as pas l'esprit France 2030 encore. Ouais. ouais. Bah, écoute, c'est l'ambition du projet, c'est que je l'ai à la fin, en 2030. L'ambition. Euh, mais c'est pas gagné, hein. Irène, Oui, rapidement. Donc, par rapport aux pièges photo, bah, pareil, si vous avez une idée de combien de sites, etc., je peux vous dire à peu près combien ça peut coûter, parce que c'est vrai que c'est aussi, ça peut être très cher aussi. Et concernant les derniers mots que vous avez dit sur la formation, je trouve ça très intéressant. Du coup, de pouvoir intégrer, évidemment, c'est pas la priorité là tout de suite, mais justement de pouvoir, de faire passer un peu tout ce qu'on va développer avec les nouvelles technologies au niveau acoustique et d'image, etc., avec les étudiants, donc notamment les étudiants des masters. Donc, pouvoir les amener sur les terrains pour vraiment les montrer les nouvelles techniques de terrain et pouvoir bah, voilà, continuer à les former, à qu'ils ne continuent pas à faire des fois des TP ou des TD un peu des années 90 ou des années 2000. Donc, je trouve ça aussi super intéressant en tant qu'enseignante de pouvoir avoir cette opportunité aussi de pouvoir de faire ça, un peu les transferts vers les étudiants. Voilà. merci Ouais. Irène. Et c'est très important ce que tu viens de dire. Je trouve qu'on n'a pas assez mobilisé la communauté d'enseignants-chercheurs dans les unités. Peut-être que historiquement, elles sont très centrées à Montpellier et à Nancy, et que peut-être pas assez distribuées dans les autres laboratoires ou qu'ils n'ont pas le temps tout simplement. Mais il faut les encourager et rien que Oui, pour ça, je pense que tu peux compter sur notre soutien pour essayer de faire quelque chose, même si c'est plutôt des démonstrateurs que des gros projets oui. comme ce qu'on vient de discuter par ailleurs avec Christophe, Marion et Kevin. Ça serait, je pense, intéressant à essayer de formaliser. Alors, d'accord. Ben, merci beaucoup. Donc, le dimensionnement, par contre, c'est vrai qu'entre l'idée de Christophe, qui est de mobiliser le réseau 16-16, et l'idée de Marion, qui est d'utiliser le design Passifort, je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est que le design Passifort. Donc, est-ce que c'est des parcelles complètement différentes? Est-ce que ça mobilise un subset de choses déjà préexistantes? Est-ce que tu peux me dire ça Ça, rapidement? ça dépend des taxons envisagés. Là, par exemple, pour les oiseaux, je vois que ce qu'ils ont imaginé, c'était plutôt les points stock complétés par des parcelles qui seraient
permanente au sein du réseau IGN, sachant IGN, en général, ils n'ont pas de placettes permanentes. Ils ont au mieux des placettes semi-permanentes où ils repassent au bout de 5 ans et puis l'année d'après. Donc, l'idée, ça serait qu'une partie de ces placettes semi-permanentes deviennent permanentes. Je t'avoue que j'ai pas bien en tête le design exact. Écoute, Non, mais c'est pas grave, hein, je vais te le renvoyer peut-être en essayant c'était pas d'être une question piège, hein, concise. c'était juste. Ouais, Non, il me sais. semblerait qu'il faut vraiment être parcimonieux et c'est Ouais, simple. S'il y a des parcelles qui sont permanentes, l'IGN, c'est pas des ennemis du tout, hein, mais ils ouais, sont assez normés, tout à fait. et c'est difficile de faire bouger les lignes, surtout Ouais, à une petite échelle de temps. ouais, Et je comprends les enjeux, hein, parce que c'est des enjeux qui sont quand même régaliens et voilà, ils vont pas aller dans tous les sens. Alors que nous, oui. ouais. Et Donc, oui, peut-être ouais, pas forcément des interlocuteurs oui, qui sont faciles à mobiliser. Par ouais, contre, effectivement, peut-être avec le DSF, comme le proposait Christophe, peut-être d'autres initiatives, des combinaisons du PSDRF, tout des à fait. combinaisons aussi avec René Coffort. Ce matin, on discutait avec Thomas Cordonnier. Il y aura peut-être des choses à discuter avec Mm. René Coffort également. Et puis, donc ça, je pense que le design, il faut qu'il soit pragmatique. Il ne faut Ouais, pas qu'il soit je suis trop d'accord. non plus. Ouais, Donc, j'aimais bien l'idée hein, du DSF. Enfin, après, oui, si on est déjà à 500 millions, 500 000 euros en entrée de projet, ça peut être vite compliqué à gérer parce que mm, voilà, c'est un vrai passage à l'échelle. ouais. L'autre point que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on peut compter sur vous, Christophe, Kevin, Marion aussi, d'essayer de voir quels sont les laboratoires qui pourraient être mobilisés. Bon, il me semble que les CERCO est évidemment là-dedans intéressés parce que c'est eux qui Mm, pilotent le projet stock. mm. Il y en a peut-être d'autres que je ne connaîtrais pas. Parler du CERCO ou CESCO? CESCO, j'ai dit CERCO, D'accord. pardon, Ah, pardon. CESCO. D'accord, Et oui, les oui, collègues du effectivement, muséum, je suis d'accord. pardon. Et il y a peut-être d'autres laboratoires. Moi, je suis pas ornithologue, donc je suis pas forcément la meilleure personne à la ressource. Mais et puis Oui. peut-être Eh ben, aussi discuter de qu'est-ce que PlanteNet fait. Alors ça, on pourra le faire ensemble. Qu'est-ce que PlanteNet pense aussi à faire sur d'autres taxas? Parce que Burnet existe. Peut-être que c'est pas la peine de se prendre la tête. Mais bon, voilà, on est en France 2030. Avoir des solutions françaises, c'est peut-être une option à discuter au moins. Je ne suis pas nationaliste plus que ça, mais je pense que ça pourrait être aussi une montée en charge, voilà, mobiliser les communautés, ça pourrait être utile dans ce cadre de ce projet. il y aurait aussi à associer les gens qui s'occupent du réseau RMQS, enfin, bien, qui vont faire les prélèvements de sol, parce que Ah oui, potentiellement, bien ce seraient sûr. les mêmes qui Au feraient. passage, Ouais. parce que je ne sais pas si les solutions de mise en réseau automatisée, c'est la nouveauté. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec Jérôme Sueur, qui avait un projet en Guyane française de suivi. Là, il est à 2 capteurs à la station Enorak que je pilote. N égale 2, c'est bien, c'est très intéressant. N égale 500. 500 fois 3 avec les réplicas, avec tous les trucs et les plantages de machines, ou alors si on doit chercher 1500 cartes SD et puis les charger, c'est pas la même, quoi. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça en France métropolitaine parce qu'il y a quand même, à part les zones blanches, il y a quand même beaucoup de capacités de Wi-Fi. Mais j'en sais rien en fait, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont réfléchi à ça sérieusement. Kevin? Oui, sur ce point-là, c'est un point vraiment critique, puisque si on a réussi, si on réussit à faire la télétransmission des données et qu'on se limite à des paquets de données assez courts, comme 5 minutes le matin pour les oiseaux, on va dire peut-être 5 minutes pour les insectes à midi et 5 minutes pour les chiro le soir. Oui, voilà, donc parce qu'en fait, on peut avoir une approche flexible et incorporer les insectes dès le début sans grand coût supplémentaire. On pourrait même tout simplement se fier sur les réseaux existants, les réseaux de données mobiles qu'on utilise pour nos téléphones portables. Tout comme il y a des modules Wi-Fi, il y a aussi des modules pour les cartes 4G, 5G qu'on peut utiliser. Évidemment, pas toutes les zones en France seraient couvertes, mais avant de mettre en place un réseau qui pourrait être très coûteux et où il y aurait beaucoup d'entretien à faire pour pouvoir économiser sur les gens qui iraient chercher alternativement donc toutes ces cartes SD.
on pourrait aussi se fier à cette technologie-là. C'est un peu l'approche de pas mal de constructeurs de pièges photo aussi qui offrent cette possibilité. Donc, toutes les versions cellulaires des pièges photo font ça. Ça nous permet d'aller autour de ce problème, de mettre en place un D'accord. réseau nous-mêmes et de se fier à celui Probablement, qui existe. le coût unitaire sera plus de 1 000 € que de 100 € dans ce cas-là. Oui, il faut vraiment, dans ce cas-là, bien regarder à combien de données on veut transférer, mais oui. Puis oui, alors les coûts aussi de transport. Et puis après, il y aura toute la partie aussi, est-ce que l'infrastructure numérique est disponible pour gérer les masses de données dont on est en train de parler là? 5 minutes fois 500 tous les jours. Là, est-ce qu'il faut demander au CNES des moyens de calcul ou alors à d'autres Amazon Web Services? Est-ce qu'il faut avoir Ouais. de l'argent du Bezos Source Fund pour nous financer les analyses en masse? Oui, voilà, c'est tout un tas de questions et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire maintenant, Arnaud, combien ça coûte. Il faut un devis, il faut les infos. En tout cas, c'est franchement 1 million d'euros pour un projet un petit peu ambitieux sur ça, sans un minimum. En plus de tous les autres qu'on a prévus, hein, largement. Oui. Tu me regardes, hein, Arnaud, je ne suis pas en train de faire le marchand de tapis, mais parce il faut qu'on interdise des vrais coups. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, merci beaucoup pour l'échange qui a été très efficace Merci. Ouais. et rapide. N'hésitez pas à revenir si vous avez plus de renseignements. On peut en parler entre nous, hein. On a fait un petit collectif là, donc j'ai pas forcément vos adresses email. Je crois que Christophe, on ne s'est jamais rencontré, ni Irène, ni Kevin d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à envoyer vos adresses email et puis qu'on puisse échanger sur les aspects un peu plus techniques par la suite. Ok. Ouais. Super. Très, Moi, merci je voulais beaucoup pour juste cette signaler à propos de la question de la capacité à tester les métriques de biodiversité par télédétection que le métaprogramme Biosphère à INRAE organise un atelier sur cette question-là les 14-15 novembre à Montpellier. D'accord. Et c'est Sandra Luc qui l'organise? C'est pas Sandra Lux, c'est plutôt Sylvie Durieux qui est aux commandes. D'accord. Très bien. Voilà. Merci. Ben, ça peut être très utile. Et à la fois Sandra et Sylvie ont suivi la plupart des discussions qu'on a eues parce qu'elles veulent vraiment Très bien. s'impliquer. Donc, j'espère bien qu'elles le feront. De quelle façon, avec quelle modalité? Là aussi, il va falloir qu'on tarde pas trop à parler d'argent et de dimensionnement parce que voilà, il va falloir qu'on revienne sur Terre à un moment. Enfin, Faut si on ne atterrir, le fait pas, Arnaud et Christophe le feront pour nous. faut atterrir un jour. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Merci à tous. vous. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.